la chaîne SPMA, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parole de combattants, un nouveau concept que j'ai mis en place où je donne la parole aux combattants, quel que soit leur grade, quelle que soit leur année pratique, pour vous donner une vue d'ensemble de leur parcours, de leur motivation, vous aider à franchir le cap de passer les sports de combat, ou vous empêcher d'arrêter si jamais vous avez des doutes ou des questions que vous vous posez. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un invité de marque, avec Aziz Cheriki, un des pionniers français du jiu-jitsu brésilien. Donc, si tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Abdelaziz Cheriki, on m'appelle Aziz Cheriki. Par rapport au jiu-jitsu brésilien, effectivement, je fais partie des pionniers. On a démarré en novembre 1995 avec le premier stage qui a été organisé par Guy Mialo et qui a fait venir Rickson, Rassi et Royler à Paris. De là, le jiu-jitsu, ça a démarré pour moi, le jiu-jitsu brésilien. Avant ça, je venais de différentes branches telles que le karaté, le judo et un petit peu la boxe, où j'ai eu de bons résultats également, même très bons résultats en sport. Et après, en lançant le jiu-jitsu brésilien, vers 2004, j'ai créé la CFJJB, la Confédération française de jiu-jitsu brésilien. Et puis, je suis resté président pendant presque 2 ans et après, je l'ai cédé en fait mon poste parce que je partais à l'étranger vivre dans le Golfe, où j'ai pu vivre de mon sport et travailler aux Émirats Arabes Unis, ensuite en Arabie Saoudite et puis enfin au Qatar. Comment est-ce que tu as découvert le jiu-jitsu brésilien? Alors, c'est une découverte assez spéciale. Je suis allé chercher des vidéos, parce qu'avant on met des cassettes vidéo, des VHS. J'habitais à Saint-Quentin, en Picardie, dans l'Aisne, et le gars qui vend les vidéos, il me dit « Ah, tu sais, ils organisaient des combats interstyles, boxe, karaté, jiu-jitsu, etc. » Il me dit « À ton avis, qui a gagné ?» Alors, j'étais en train de réfléchir à l'époque et je me dis, écoute, je pense, la boxe thaïlandaise, ils ont gagné. Il me dit, non, c'est pas la boxe thaï, c'est jiu-jitsu. Mais la vision du jiu-jitsu que j'avais, c'est pas le jiu-jitsu brésilien, c'était le jiu-jitsu traditionnel, que je trouvais à l'époque même un peu moins fort que le judo, etc. Je dis, non, le jiu-jitsu, c'est pas possible, comment il a fait le gars. Il me dit, écoute, tiens, prends la cassette et regarde là. Je l'ai emmené à la maison, j'ai mis ma cassette et j'ai regardé. Et moi, j'ai pas vu du jiu-jitsu quand j'ai vu Royce Gracie travailler. J'ai vu un judoka. C'est du judo. Tout ce qu'il a fait, c'est du judo. Mais j'ai regardé une deuxième fois et une troisième fois. Et là, j'ai dit, ah, le clinch, on ne l'a jamais appris en judo. On ne sait pas comment s'approcher, comment protéger, comment aller au clinch pour arrêter la personne. J'ai dit, là, il y a une différence. Et après, j'ai compris par la suite que la spécialité du jiu-jitsu brésilien, c'était le sol, qui existe également dans d'autres disciplines, mais eux, ils l'ont vraiment perfectionné à un niveau dont on peut s'imaginer. C'est comme ça que quand j'ai découvert le jiu-jitsu avec l'UFC numéro 1 et 2, et puis que Rickson il est venu à Paris, là, voilà, j'ai craqué ma tirelire et je suis allé faire le stage. Ça, il y en a beaucoup qui ont découvert le sport là grâce vraiment aux cassettes de l'UFC 1 et 2, c'était vraiment le phénomène à l'époque. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais regardé avec mes cousins. C'est vraiment ça qui a vraiment amené beaucoup de personnes à s'intéresser au sport. Et surtout, il arrivait à gagner sans frapper les autres. Et ça, c'était phénoménal, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce sport? La partie défense. J'ai toujours été intéressé par apprendre à me défendre. En cas d'agression, comment je fais est-ce que c'est la boxe qui va me servir le plus? Est-ce que c'est le karaté? Est-ce que c'est le judo? Ça a toujours été une recherche personnelle, apprendre à se défendre. Est-ce que tu te rappelles de ta première séance et comment ça s'est passé? La première séance, c'était le stage avec 300 personnes. Je me rappelle très bien comment ça s'est passé, parce que c'est des séances qu'on n'oublie pas. Alors, tout le monde était là en kimono, chacun, ce que j'ai ressenti, moi, tout le monde l'a ressenti. Chacun se sentait fort, parce qu'on venait tous de différents domaines, avec des résultats. L'autre est champion de Picardie, l'autre est champion de Moselle, l'autre est champion de France. Chacun, il sentait qu'il était capable de faire quelque chose. Et en même temps, on est venu chercher, voir et regarder, mais c'est qui ce Rickson là? Qu'est-ce qu'il nous fait là, toi? Et voilà, on a découvert ça comme ça. Les exercices qu'il nous a donnés, ils étaient très intéressants. C'est un peu ce qu'on a fait là au départ en échauffement. Et après, quand il a combattu lui, et moi j'ai combattu Royler à ce moment-là, là, on sent la fluidité, l'aisance, la dextérité dans les mouvements, et on sait qu'il y a du travail à faire. Mais au départ, quand on arrive avec une certaine naïveté. On arrive avec, avec des œillères, en fait. On a été formaté. Bon, ce qu'on fait, c'est très bon. Donc, ce qu'il fait lui, je sais pas, lui, je sais pas. Mais moi, c'est très bon. Et après, non, ça m'a ouvert les yeux. Ça me dit, là, il faut regarder. Il faut en prendre ici, il faut en prendre ici, il faut en prendre ici.
Est-ce qu'à un moment tu as failli arrêter Non. le jiu-jitsu? Non. Jamais. Non. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Non, en général, les sports de combat, j'arrête pas. Je ralentis peut-être, tout ça, mais non, j'ai besoin de m'exercer, j'ai besoin de me dépenser, c'est ma thérapie. Si je reste un certain temps sans m'entraîner, je me mets à trembler, j'ai des énervements. Ah, c'est comme moi, quoi. Une fois qu'on est piqué, on est piqué. J'ai envie de pleurer, tout ça. Alors, quand c'est les vacances, par exemple, je fais comme des activités physiques. Je vais faire du canoë-kayak, des activités en rivière. Voilà, pour toujours bouger un peu. J'ai besoin. J'ai toujours bougé. Depuis que je suis petit, il faut que ça bouge. Et le sport, ça me calme énormément. Ça me détend. Vraiment, c'est une thérapie phénoménale. Tu fais ta séance de sport, tu rentres à la maison, voilà, tout passe. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer malgré les difficultés que tu as pu rencontrer sur ton parcours? Qu'est-ce qui m'a poussé à continuer malgré les difficultés? Tu sais, les difficultés, on les contourne et on avance. Si on s'arrête, quand on tombe, on ne se relève pas, on n'avance pas. D'accord? Je compte pas le nombre de fois où je suis tombé, je compte le nombre de fois où je me suis relevé pour avancer. C'est le plus important. Voilà. Savoir se relever, de comprendre pourquoi on a perdu, pourquoi on a échoué, pour avancer et continuer. Ça, c'est un bon exemple. Y a-t-il une personne, un moment, une phrase en particulier qui t'a motivé plus que d'habitude ou qui reste vraiment ancré en toi? Il y en a eu plusieurs, hein. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont motivé dans mon travail ou qui m'ont donné de l'amour dans ce travail aussi, parce que c'est pas que de la motivation. Des fois, et quand quelqu'un, ce qu'il m'a donné, me l'a donné avec amour, ça rentre dans mon cœur et ça me permet d'aller plus loin aussi. C'est pas que de la parole physique, que la parole verbale, pardon, que des mots, les mots ils s'envolent, etc. Par exemple, mon premier prof de judo, c'est Jean-Louis Le Cerf, ainsi que comme je disais la dernière fois avec la TV8, là, la présidente du club, etc. Ils ont fait des choses pour moi quand j'étais gamin qui m'ont énormément marqué. Parce que j'étais confronté au racisme, j'étais confronté au harcèlement qu'on parle maintenant, mais on n'en parlait pas de la même manière avant. Et c'était un harcèlement raciste, hein, les Algériens, les Arabes, les machins, on m'a traité de tous les noms. Il a fallu que j'apprenne à me défendre. Et en allant dans ce sport et en allant avec ce prof et ces présidents, etc., j'ai découvert que là, il n'y avait pas de racisme. Ils ont été différents avec moi. Et cette différence, elle a été constructive et positive pour moi. Parce que ça changeait de ce que je pouvais voir à l'école ou dans la rue ou les autres gamins, ce qu'ils pouvaient me dire à l'époque, surtout à l'époque dans les années 70. Bon, l'Algérien était plus dénigré qu'une autre nationalité à cause de la guerre d'Algérie. Voilà. Et là après ça recommence un petit peu maintenant avec la politique d'aujourd'hui. C'est les Algériens, mais les Algériens, ils sont comme toi et moi. Ils s'entraînent, ils vont au boulot, ils se lèvent le matin pour transpirer. Le tatami, c'est vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité, il y a vraiment toutes les classes sociales, tous les milieux, tout le monde est pareil, il n'y a vraiment pas de différence. J'invite ceux qui parlent beaucoup de mettre un kimono et d'aller s'entraîner, ça va leur changer l'esprit. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, arrêter, c'est pas dans ma conception. Ça passe ou ça casse. Quel est le plus gros défi que tu as surmonté grâce au sport? Les plus gros défis, déjà rentrer dans la cage, c'était un gros défi, surtout on a été les premiers à le faire, tu vois. On l'a fait à Tulsa en Oklahoma, combattre au Japon, tout ça, ça a été des défis un peu plus durs qu'aller sur le ring de boxe, etc. Bon. Après, les plus gros défis, c'est aussi de s'occuper de sa famille, tu vois, parce que quand le sport ne te ramène pas d'argent, et que tu aimes ton sport et que tu ne veux pas t'arrêter, et que tu donnes des cours qui te ramènent 3 francs 6 sous, tu es obligé de travailler à côté, ou en intérim, ou dans un métier, dans une entreprise dans laquelle tu es embauché. Là, c'est un défi. Tu dois nourrir ta femme et tes enfants, et après seulement aller à ton activité. Et là, ça, c'est le plus gros défi qui puisse exister. Parce que si on faisait de la détection, si quand tu as 13-14 ans, on sait que tu es capable de faire sport-études, et quand tu es en sport-études, tu peux vivre après avec ton sport. Tu peux devenir prof de sport, entraîneur de judo, machin. Mais si on te met des bâtons dans les roues, moi, j'ai pas pu faire sport-études parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. Finalement, j'étais champion du monde quand même, sans passer par la formation sport-études. Ça veut dire qu'on n'a pas su me déceler, on n'a pas su détecter un talent au départ. Il n'y avait peut-être pas les moyens aussi à l'époque pour le faire. Il y avait les moyens, mais c'était pas pour moi, tu vois. Je peux le prendre dans ce sens-là aussi, puisque
c'est ce qui m'a marqué vraiment dans ma jeunesse, c'est le racisme. C'est pas ce que je ressens aujourd'hui, je ne ressens plus aujourd'hui. Mais ça m'a marqué à un tel point que m'a bloqué sur plein de choses, pour les études, j'ai dû me battre et faire des études à part. J'ai dû me battre et couvrir au travail. J'ai dû me battre et aller en compétition malgré que je travaillais, malgré que. Et on faisait des postes comme toi tu fais actuellement, comme tout ça. Je travaillais au Parisien. Donc c'était. Ça, c'est le défi. Le défi, c'est de s'occuper de sa famille et de réussir à faire ce qu'on a. Donc à l'époque, ils partaient au Brésil, assez frais, ils voyageaient beaucoup, il n'y avait pas de sponsor, pas de subvention. Et sans leur engagement, à ces gens-là, on n'aurait jamais eu le développement du jiu-jitsu brésilien qu'on a actuellement. Donc on leur peut dire un grand merci à toutes ces personnes comme Aziz Cheribi et les 7 Français qui sont partis au Brésil au départ. Ça nous a vraiment apporté beaucoup au sport. Et sans vous, on ne sera vraiment pas là. C'est vraiment important de souligner. J'ai organisé la première compétition française de jiu-jitsu brésilien à Saint-Quentin. On l'avait appelée Coupe de France. Il y avait une cinquantaine de participants. J'avais mis 2 tatamis. Les gens sont venus de Lyon, de Nice, etc., venus de différents horizons. C'est là que, dans cette compétition, est arrivé David Giorzetti, puis d'autres personnes qui sont venues. Et c'est là que ça a commencé. La deuxième année, ça s'est fait à Paris, chez Aline Leuby. Il a organisé le championnat de France, la Coupe de France. Et comme ça, petit à petit, il y a eu les compètes, les interclubs. Voilà. C'est le compète qu'on connaît aujourd'hui de la CFJB. C'est parti de tout petit, ça a monté. Et aujourd'hui, on a des grosses compétitions avec des gros arbitres, des bons moyens. C'est ça. Tout ça, c'est grâce au travail de Aziz qui l'a mis en amont, qui l'a fait avec le temps. J'ai lancé le truc, après la CFJB, ils ont continué. David, ce qu'il a fait, l'ancien président qui avait ce qu'il a fait, c'est du boulot. Ils ont fait un excellent travail, on n'a rien à dire sur ça. Grâce à ça, maintenant, ils se sont associés avec le judo. Comme tu vois, tu as vu le matériel qui est utilisé pour les compétitions, les diplômes d'instructeurs. Ils ont bien travaillé. Ça doit être vraiment ce qu'il faut pour professionnaliser le jiu-jitsu. Ça va dire dans quelques années, ça va être son cours. C'est vraiment un gros travail pour que tout le monde puisse gagner sa vie avec le sport. C'est vraiment important. Donc, qu'est-ce que le jiu-jitsu brésilien t'a apporté humainement? Humainement, je dirais un peu plus d'humilité. Parce que j'avais avant, dans des autres sports où je pratiquais, où je me croyais plus malade que les autres. Je me dis franchement, je pense que ça peut arriver à plein de gens. Mais pour moi, je pensais qu'en m'entraînant fort à la boxe, au karaté, au judo, c'est bon. J'étais Bruce Lee. Et après, en prenant quelques petits raquets au jiu-jitsu, tu redescends d'un étage, voilà, tu remets les pendules à l'heure. Et puis après, même maintenant, mes pendules elles sont bien mises à l'heure depuis longtemps. J'ai eu la même quand j'ai commencé le MMA, j'ai eu la boxe française, j'ai fait plusieurs combats. Je sentais aussi mon corps, j'avais un combat, je me suis éclaté la tête. Parce qu'on avait des œillères un petit peu, une fois qu'on enlevait les œillères, on a vu ce qui se passe partout. On va pas devenir un peu plus humble, on va devenir un peu de sauveur, on va dire que toujours plus fort que lui. Ah bah oui. C'est important de garder l'état d'esprit comme ça quand on voit quand on est sa douleur depuis longue date, c'est important. C'est une réalité. Le sport a changé la vision de ta vie et de toi-même. Non, ça ne change pas, on est toujours la même personne. On a un caractère de gagnant, qu'on l'a au sport, qu'on l'a au travail, qu'on l'a ailleurs, c'est pareil. Un gars qui est un gagnant, il va au boulot le matin, c'est pour gagner. Pour gagner sa croûte, c'est pour être bien vu, c'est pour faire un bon travail de qualité, etc. Quand il rentre chez lui, il est satisfait parce que c'est ce qui le satisfait. Enfin, quand tu vas au sport, quand tu fais le même boulot, c'est pour être un gagnant, pour avoir une bonne qualité de travail, etc. Donc non, ton caractère, tu l'as au départ, t'es bien ou t'es pas bien. Après, si t'es pas bien, il faut que ça change pour devenir bien. Pour que ça change, il faut que tu rencontres des gens, il faut que tu découvres des gens différents de toi, il faut que tu fréquentes différentes activités, et là après tu peux voir les autres. Y a-t-il des valeurs du sport que tu appliques dans ton quotidien? Toujours. Le respect, le salut. Le respect, le règle. L'humilité, ça ne pas. Pas quand je taquine les gens. Quand je taquine les gens, des fois mes taquineries, quand elles vont au second degré, C'est important de taquiner aussi. Ouais. Mais voilà, le respect, ça. Le respect, c'est une bonne valeur du sport. Le respect, la discipline. Quel que soit le niveau de l'autre, le respect. Si on était amené à travailler ensemble dans un autre corps de métier, par exemple, et que mon travail est mieux fait que le tien, par respect, je t'explique comment il faut faire, etc. Le respect et l'entraide.
quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'ose pas franchir le cap et pousser la porte du dojo? Faut essayer de savoir, pourquoi il ne veut pas franchir le cap. Il a peur de se battre, il a peur de la confrontation, il a peur des gens qui sont dans la salle, il a peur de l'entraîneur, et il y a quelque chose qui le bloque. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre en premier. Ce que je pourrais lui donner comme conseil, c'est, si c'est un enfant, d'y aller déjà avec ses parents, de regarder l'entraînement des enfants de son âge, voir comment ça se passe, rencontrer l'entraîneur, discuter avec lui, et lui dire pourquoi on vient. Moi je viens, c'est juste pour me détendre, parce que j'ai un boulot. Moi je viens, c'est pour apprendre à me défendre. Par exemple. Moi je viens, c'est pour maigrir. Et l'entraîneur, il doit en tenir compte de ça. Quelqu'un qui vient pour se détendre, pour maigrir, on ne va pas le pousser à des exercices très durs comme quelqu'un qui vient pour la compétition. D'accord? Si l'autre il doit faire 50 pompes, peut-être que lui il en fera que 10. Et c'est pareil, c'est le même boulot. Il aura fait ce qu'il a besoin de faire. Ça va très bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas venir. Et après, si on a compris pourquoi il peut venir, pourquoi il ne veut pas venir, voir un petit peu l'ambiance dans la salle, visiter, découvrir l'ambiance. Les enfants, pour eux, ce qui est difficile, c'est d'arriver dans un groupe qu'ils ne connaissent pas. On arrive, je ne connais personne, je suis comme ça, et eux, ils jouent entre eux, et moi, j'ai 8 ans, je ne joue pas. Il faut 3 semaines à peu près pour qu'un gamin il s'adapte aux autres, et après, il ne veut plus te voir. Après, laisse-moi papa, je vais m'entraîner, je vais m'amuser. On laisse un jeu. Voilà, c'est ça. Il faut quand même les pousser un petit peu, les emmener, leur donner 3 semaines à moi, et après, voilà. Pour les adultes, c'est pareil. Quand quelqu'un vient dans la salle, il faut que vous soyez, faut que les gens soient avenants avec nous. Même les autres athlètes qui sont présents, il faut être avenants, tranquilles. Ouais, faut bien l'intégrer au groupe. Voilà, il faut bien l'intégrer au groupe. Moi, je préfère aussi, nous, à la salle, c'est quand on a un nouveau qui vient, on ne laisse pas tout seul, on l'intègre toujours dégradé pour qu'il explique. La cohésion d'équipe, c'est important. Ouais, il ne faut pas avoir peur de franchir la porte du dojo, il faut toujours rentrer en contact avec un entraîneur. Lui saura vous aiguiller, saura comprendre vos besoins pour vraiment vous adapter la pratique à ce que vous avez besoin dans votre quotidien. Et voilà, il faut pousser la porte, prendre contact et après faire une séance d'essai pour voir comment ça se passe. Surtout qu'en France, les entraîneurs, ils affichent leur diplôme dans la salle, donc il n'y a pas de réel souci par rapport à ça. Quand on voyage beaucoup dans les pays asiatiques ou du Golfe, des gens qui, des fois, ne sont pas diplômés pour entraîner. Ils ont la technique, par exemple, d'accord? Ils ont le savoir-faire, mais ils n'ont pas le faire-savoir. Et là, c'est un problème aussi de pouvoir, quand toi tu sais faire et que tu ne peux pas montrer aux gens ce que tu sais faire. Après, en France, on a la chance d'avoir des formations, des écoles, choses qui sont bien encadrées, qu'on soit obligé d'avoir des diplômes pour enseigner. C'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où on peut ouvrir une salle de sport, si on n'a pas vraiment les compétences pour ouvrir une salle de sport, on peut, tant qu'on a des gens, mais ils ne regardent pas si le cadre est sécuritaire pour les pratiquants. Exactement. En France, on a la chance d'avoir ce cadre-là. La sécurité, c'est pas que l'environnement, c'est également la qualité d'enseignement, la qualité d'entraînement. Parce que le corps humain, on ne peut pas s'amuser avec. Il y a deux métiers dans lesquels on ne peut pas s'amuser, la médecine et le sport. Si je suis garagiste, par exemple de garagiste ou électricien, n'importe, et que j'ai triché sur mon diplôme de mécanicien, d'accord, et que tu m'emmènes ta voiture, et que quand j'ai ouvert le moteur un petit peu, je ne sais pas le remonter, je l'ai cassé. Il y a des assurances pour ça. Si on met un autre moteur sur la voiture, ça ne se voit pas, la voiture ne dira rien. Un enfant, si on l'abîme, si on lui abîme les cartilages, si on lui abîme les articulations, etc., et que ça, il l'emmène dans le temps. Ou un médecin, un chirurgien, ou un médecin, s'il donne des mauvaises médicamentations, qu'il abîme quelqu'un. Le corps, quand on l'abîme, on ne revient pas en arrière. Hein. C'est compliqué. Très compliqué. Donc, dès le départ, il faut avoir les bons entraîneurs pour justement les bons mouvements. Un entraîneur qui connaît la mécanique des mouvements, un entraîneur qui connaît la biomécanique, comme ça il sait pourquoi on fait supination, pronation, pourquoi on ne peut pas le faire avec les jambes, il sait dans quel sens on peut travailler, attention là c'est dangereux. Voilà, le gamin, on l'emmène sur du long terme. C'est important d'avoir un bon accompagnement. Voilà. Un conseil à ceux qui ont déjà commencé mais qui veulent abandonner. Pourquoi ils veulent apprendre? Chacun il a sa démotivation. Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que c'est l'entraînement qui ne plaît pas? Est-ce que les échauffements sont trop longs? Est-ce que le discours de l'entraîneur ne lui plaît pas? Est-ce que l'entraîneur, quand il explique les mouvements, les techniques, il prend trop de temps? Au lieu d'expliquer ça en moins de 2 minutes, il explique en 6 minutes, il raconte sa vie, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, il y a plein d'éléments qui arrivent. Ce qu'il faut se comprendre, c'est pourquoi il veut s'arrêter. Pourquoi tu veux t'arrêter? Qu'est-ce qui t'amène à t'arrêter? Il doit exprimer, il doit verbaliser sa motivation. Quand il a verbalisé, on comprend, est-ce qu'on peut le résoudre ou pas? Enfin, ça tombe, il a des problèmes personnels, le gars. Hein. Ça tombe, il a perdu son épouse, ça tombe, il y a un décès dans la famille, ça tombe, il y a quelque chose qui l'a effondré, toi.
Donc il faut essayer de comprendre ce qu'il a, et à partir de là, on peut l'aider. Nous, on est des entraîneurs, on est des éducateurs. Hein. Après, le reste, c'est difficile. Pourquoi entraîneur est aussi là un peu pour accompagner les gens, pour voir, pour trouver des solutions. Bien sûr, bien sûr. On peut les aider même dans leur vie personnelle à relativiser les choses ou à les aider à surmonter certaines étapes, ce qui fait qu'ils n'arrêteront pas. Donc c'est toujours la question, c'est la même question, c'est pas une généralité de pourquoi, comment l'empêcher de s'arrêter. Ça serait facile que tout le monde s'arrête pour la même raison. Non, il y a différentes raisons, donc il y a différentes solutions. Et chaque entraîneur connaît son athlète, l'élève qui s'entraîne avec lui, et chaque entraîneur il peut amener une solution en fonction de leur caractère, en fonction de leur mentalité, en fonction de leur réceptivité. Donc voilà, c'est vraiment ça ne va pas, contactez votre entraîneur, discutez avec lui, avant de s'arrêter, voilà. Pourquoi ça ne va pas, et on trouvera peut-être des solutions pour changer de club, pour trouver autre chose, pour voir ce qui ne va pas, trouver des solutions, et éviter l'abandon, c'est important. C'est quoi ton prochain objectif ou rêve dans le sport? Je suis en train de passer un diplôme avec j'ai deux objectifs là, qui sont proches. Je suis en train de passer un diplôme avec l'IJF Academy, International Judo Fédération, de niveau 5. Et j'ai terminé la première partie. Il me reste maintenant un test à faire sur l'ensemble, qui comporte la physio, la technique, la stratégie, la préparation à long terme pour les athlètes, le DACT, etc. Donc, et après, j'aurai un examen physique à faire pendant une semaine, où il y aura les 100 techniques du Kodokan, il y aura un test de beeper, un test de Cooper à faire aller-retour, le Nagano Kata, etc. Donc ça, c'est une première partie, quand je terminerai ça, Inch'Allah, pour avoir ce diplôme qui est important pour moi, pour continuer à enseigner quand je serai après à la retraite ou quand je reviendrai en France. Ça, c'est la première partie. Deuxième chose, on va en parler à l'avance, d'habitude je ne parle pas de mes compétitions à l'avance, j'attends toujours de les faire, mais je souhaiterais participer, je suis sélectionnable pour participer au championnat du monde du judo vétéran. Et voilà, j'ai fait une demande et j'aimerais bien me préparer dès maintenant pour le faire, c'est au mois de novembre et c'est à Paris. Voilà. Et après ça, participer aux compétitions de jiu-jitsu également. Ça, le problème, c'est que comme j'entraîne beaucoup dans le haut niveau, je n'ai pas le temps d'aller faire certaines compétitions. Et dans le golf, il n'y a pas les compétitions pour mon âge. Et puis les combattre avec de 30 ans, c'est compliqué. J'aurais voulu que lui me combatte quand moi j'avais 30 ans. Mais lui, il avait peut-être 5 ans. J'aurais gagné à ce moment-là. Dans l'autre sens, c'est plus dur. Voilà, reprendre également la compétence en jiu-jitsu, j'en envie vraiment aussi. Mais le premier objectif, c'est le diplôme et championnat du monde de judo. Et après, puisque j'ai fait 2 championnats de France de judo l'année dernière, cette année, parce que je combine les deux, judo, jiu-jitsu et boxe éducative. Un exemple, c'est la soixantaine encore au circuit en compétition. C'est vraiment un exemple à suivre et c'est vraiment remarquable parce qu'ils sont peu nombreux à cet âge-là à continuer encore des compétitions. Et je souhaite aussi pouvoir faire des compétitions encore à cet âge-là quand ça m'arrivera. Tout le monde peut le faire. Et tout le monde veut pratiquer. Le but du jeu, c'est de pratiquer le plus longtemps possible. Donc faites attention à vous. J'espère que ce concept vous a plu. Je remercie Aziz d'avoir pris son temps pour répondre à mes questions. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce concept vous plaît ou pas, on en fera d'autres. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouss!